Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne des publications Agora. Nous sommes avec Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Chronique Agora, et nous accueillons Raphaël Rossello, banquier d'affaires et auteur de Demain, la fin de l'insouciance, ouvrage publié aux éditions Mareuil. Alors merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Alors dans votre dernier livre, vous dites que les années 1970 ont marqué la fin du progrès et du sentiment d'abondance perpétuelle en Occident. Donc vous expliquez qu'avant les années 70, le système occidental était le plus abouti de tous les systèmes. Donc on avait effectivement le plein emploi, une croissance économique robuste et une amélioration de la vie démocratique et des droits individuels. Et finalement, le progrès aurait été peu à peu remplacé par ce que vous appelez l'illusion de la croissance. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement et qu'est-ce qui a provoqué selon vous cette inflexion? Bonjour à tous. D'abord, je remercie Philippe Béchade et les éditions Agora, que je suis depuis 25 ans, parce que je pense que vous êtes l'une des rares, pour ne pas dire l'unique chaîne d'information économique, à oser dire ce que beaucoup pensent mais n'osent pas envisager. Ceci étant dit, effectivement, ce que je décris, bien entendu, je ne l'ai pas réalisé moi-même, mais ayant été au cœur de la bulle Internet, parce que à cette époque-là, j'avais eu l'honneur d'accompagner plus d'une centaine de dot-com sur les marchés européens entre 1997 et 2001. Nous étions plusieurs au sein de la société de bourse dans laquelle j'étais, qui s'appelait Pinaton, qui a fusionné avec Odo. En fait, on ne comprenait pas toujours ce que l'on faisait. Et comme nous avions un bureau à New York qui, lui, appréciait beaucoup qu'on apporte ce que l'on appelle du primaire, lui permettant à lui, agent de bourse aux États-Unis, à aller chercher de nouveaux comptes. Il m'avait fait cette remarque que je rapporte dans cet essai, c'est de dire « mais tu ne connais pas l'histoire de la riche héritière sur Madison qui ne voulait pas vendre son petit chat, mais une autre riche héritière voulait absolument acheter ce petit chat et a fini par lui proposer 20 millions de dollars. » Bon. Et devant l'énormité de la somme pour un petit chat, elle a fini par accepter. Et moi, innocemment, je dis, bon, et comment se termine cette histoire? Il me dit, tout simplement que l'acquéreuse a payé en lui donnant 2 petits chiens de 10 millions de dollars chacun. Bon. Et en fait, cette anecdote, elle est d'une vérité absolue. C'est-à-dire que dans une économie de marché, vous avez un acheteur, vous avez un vendeur, et que si effectivement, dans le cadre de cet échange, on est d'accord sur ce qui n'a aucun sens, on peut, je dirais, closer, on peut fermer le deal. Bien. Alors, pourquoi je rappelle cette anecdote? C'est que, en réalité, et nous avions à l'époque un chef économiste que je cite, Jérôme Labin, qui nous a quittés il y a longtemps, mais qui était un type hors norme, et qui disait, mais est-ce que vous réalisez l'incongruité de ce que vous faites, vous, les corporate advisors, les corporate bankers? Je n'ai jamais été dans le trading, j'ai toujours été du côté des chefs d'entreprise. Alors, étant donné que pour ces chefs d'entreprise, c'était l'Eldorado, puisque ce qui aurait pu valoir dans des conditions, on va dire, plus ou moins rationnelles, 10, trouver preneur entre 100 et 1000. Bon, pourquoi se priver d'aller chercher du financement qui est 10 fois ou 100 fois moins dilutif qu'il n'aurait dû l'être? Et ayant vécu ça depuis 20 ans, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, tous les économistes disent, oui, mais c'est la vilaine finance qui est en cause, c'est parce qu'il n'y a pas assez de régulation, Bon. Et je n'avais pas de réponse satisfaisante pour ma curiosité sur le « OK, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ?» Et en me posant inlassablement cette question,
Je me souviens d'avoir vécu 87, d'avoir vécu la bulle immobilière en France de 90-93, bien entendu d'avoir vécu la crise des subprimes, et j'avais donc cette espèce d'obsession de trouver un début de rationalité. Donc, pour répondre à votre question, en fait, je regrette qu'aujourd'hui, les sachants, c'est-à-dire les grandes universités, les grandes écoles de commerce, etc., en fait, se refusent à se poser cette question. Et j'ai des échanges, on ne va pas alourdir notre entretien, mais absolument croquignolesques avec de grands professeurs à Paris, à Londres, etc. Et en réalité, quand je commence à évoquer des arguments que vous, Agora, vous utilisez souvent, ah ben ils ferment la porte. Il n'y a plus de réponse. Silence radio. Pourquoi? Parce que effectivement, en passant du réel à l'illusion, on est aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est après-demain? Est-ce que c'est... On ne sait pas. On n'a pas la maîtrise du facteur temps. Mais à un moment ou à un autre, le principe de la pesanteur, mon papa a été un physicien, donc je suis quand même assez attaché au monde réel, bien qu'on sache que en physique maintenant le réel, on ne sait plus très très bien ce que ça veut dire, mais disons que la réalité que l'être humain perçoit, je pense qu'il va y avoir un moment de vérité. Et donc l'objet des interviews qu'on fait ensemble aujourd'hui, l'objet de cet essai, et je suis en train d'en préparer un autre qui va être un peu plus saignant, parce que je dis, il faut vous réveiller. Hein. Quel est le problème? C'est que on ne sait pas pourquoi, mais il y a une énigme qui est effectivement l'effondrement de la croissance des gains de productivité. C'est un fait. Et face à cette réalité qui a commencé à s'infléchir à partir justement des années 70, comme on ne peut pas envisager la baisse de la croissance de ces gains de productivité, qui est, et alors là, la doctrine économique est formelle, l'unique source de la croissance économique, qui a enrichi les classes moyennes, etc. Comme on ne peut pas accepter ce paradoxe, cette énigme, on l'a maquillé. Et on l'a maquillé à deux niveaux. À un niveau macroéconomique, ben c'est la dette des États, c'est-à-dire que on vous parle de façon, voilà, dans les, que ce soit au café du commerce ou dans les salons bourgeois, on vous dit, bah oui, la croissance est à crédit. Et quand je pose la question, ok, et que se passerait-il ou que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu le crédit? Bon, elle aurait été insuffisante. Je dis non, 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 non. C'est pas qu'elle aurait été insuffisante, c'est qu'on aurait basculé en récession. Ce qui veut dire que fondamentalement, s'il n'y avait pas eu cette surabondance de facilité de dette publique, de grands pays comme la France, l'Angleterre ou les États-Unis auraient été en moyenne sur les 40 ou 50 dernières années en récession. Inaudible. Inaudible. Bon. Ça, c'est au niveau macro. Au niveau micro, qui est mon turf, qui est ma matière première, puisque je suis le conseiller de chefs d'entreprise, on retrouve la même logique. C'est-à-dire que pour doper le rendement des investisseurs qui aujourd'hui ont la maîtrise des fonds propres que l'on peut allouer à des entrepreneurs, eh ben, leur première question est de dire combien de leviers je peux mettre sur cette société. Parce que effectivement, intrinsèquement, elle ne peut dégager que 3, 4, 5%. C'est en utilisant l'effet de levier, donc de la dette, que je vais être capable de répondre aux diktats de mes donneurs d'ordre, de mes sponsors, d'atteindre les 12, les 15, les fameux 15% de retour sur investissement. Donc, moi je constate, je n'ai pas la réponse, et je regrette très sincèrement, j'ai des idées, hein, mais je regrette profondément que la science économique macro et micro ne prennent pas à bras le corps
comment dirais-je, de poser le problème de cette énigme de la perte de productivité. Alors justement, comment se fait-il qu'on n'ait pas enregistré de gains de productivité alors qu'on a fait des progrès technologiques énormes et que la consommation est plus importante que jamais? Alors, il faudrait déjà définir la notion de progrès. Bon, le débat philosophique, on va le laisser un petit peu de côté. On va par contre l'aborder éventuellement au travers du prisme des marchés. Pour le marché, le progrès, c'est le profit futur, c'est un flux financier qui va advenir et qui va advenir, je dirais, de façon quasi magique depuis une quarantaine d'années, puisque on crée l'illusion de la croissance, ça a été bien dit par Raphaël, avec une productivité qui recule, mais en fait, c'est assez relatif. C'est-à-dire que si on investissait peu et qu'on avait de beaux retours, on pourrait dire effectivement que la productivité semble élevée. Et là, on investit 3 en moyenne pour créer 1 de PIB. Forcément, en relatif, la productivité, elle apparaît quasi nulle. Elle est même négative, puisqu'on a besoin de toujours plus de crédit pour créer du PIB. Et le PIB, c'est quelque chose d'assez immatériel, quelque part. C'est qu'on peut créer du PIB en creusant un trou pour remplir le suivant. Enfin, c'est le sapeur camembert. Voilà. Donc, c'est de l'activité non productive. Et je dirais que l'activité financière dans son ensemble est une activité non productive. C'est un espèce de gigantesque casino. Alors le casino, vous y rentrez avec du vrai argent et vous allez le convertir en jetons pour pouvoir participer à tous les jeux de hasard qui sont supervisés par la Banque centrale, ce qui fait que il n'y a plus de hasard puisque c'est la Banque centrale qui détermine quel numéro sort à la roulette, quelle combinaison de cartes à billets et d'as sort au blackjack. Et quand il s'agit d'une partie de poker dans un salon privé, capitonné, avec, comme on dit, des enchères no limites, eh bien, ceux qui sont à la table peuvent demander au casino de leur rapporter une nouvelle brouette de jetons qui n'a évidemment rien à voir avec l'argent qu'ils ont déposé initialement. Quand ils sont arrivés dans le casino, ils ont converti leurs billets en jetons. Et on peut toujours réclamer plus de jetons, en prétextant qu'effectivement, mon banquier pourra éventuellement garantir que ces jetons que vous venez de m'apporter par pile de 1000, j'ai le collatéral, j'ai l'équivalent dans la vraie vie, dans le vrai monde économique. Mais en fait, tout se joue là entre quelques joueurs dans cette salle réservée aux VIP, et ceux-là peuvent se faire délivrer toujours plus de jetons pour enchérir toujours plus haut. Alors, ces jetons qu'on rajoute, pour moi, c'est les dérivés par rapport au marché réel. C'est-à-dire que vous avez au départ une entreprise qui peut emprunter pour développer un business, mais qui peut aussi emprunter 3, 4, 5 fois pour racheter un concurrent, en disant c'est la trésorerie de la boîte que je rachète qui va permettre de rembourser mes créanciers. Et si on est dans un monde merveilleux où votre parole est magique, vous dites non mais une fois que j'ai racheté cette boîte, on va créer une synergie, je vais réduire de 25 ou 30% mes coûts de structure, je vais donc augmenter ma profitabilité, actualiser ces flux sur les 10 prochaines années, ça va faire 3 milliards. Donc vous pouvez me prêter 3 milliards puisque vous êtes sûr, vous allez les revoir, puisque cette fusion justement va aboutir à créer toujours plus de richesses. La réalité, c'est que rarement des fusions débouchent effectivement sur la poule aux œufs d'or et la corne d'abondance. Alors, en fait,
la base de tout, c'est le crédit. C'est un petit peu ce que j'avais démontré aussi dans mon petit bouquin qui s'appelle Fake News. Et la principale fake news, c'est l'argent. C'est plus du vrai argent qui correspond à de la richesse créée. C'est de l'argent que l'on imprime en le justifiant par une richesse future qui n'existe pas. Alors, on peut créer artificiellement de la richesse en augmentant la valeur des actifs financiers. Et on s'aperçoit qu'effectivement, la plupart de l'argent créé par les banques centrales n'arrive pas dans l'économie réelle, elle arrive dans le casino. C'est de la création de jetons permanents. Mais comme on mesure en fait la taille des enchères, on dit qu'au sein du casino, regardez, on est parti par exemple sur une partie de blackjack où on était à des mises de 10 000, et aujourd'hui le pot est à 1 million. Et pareil dans la salle de poker où on joue la grande partie entre les très puissants, on était parti sur une blinde à $500 et maintenant la blinde est à 50 000. Regardez, on est parti de 500, on est à 50 000. Le progrès qu'on a accompli en aussi peu de temps, c'est absolument merveilleux. Et peut-être que demain, la blinde sera à 5 millions. Mais l'argent qui a été déposé à l'entrée du casino, il n'a pas bougé, ou quasiment pas. C'est des jetons que l'on crée pour faire monter les enchères. Alors, j'ai terminé sur une anecdote. Bon, c'est celle, Jacques Attali l'avait rappelé, mais enfin, je la connaissais, on est nombreux à la connaître depuis très très longtemps. Ça se passe dans le Sentier. Un gars trouve un filon pour importer des jeans à 2 fois moins cher que ses concurrents. Bon, les jeans n'ont qu'une jambe. Alors, évidemment, il est moins cher. Donc, il se fait livrer des jeans par conteneur entier et il commence à revendre des jeans vraiment à un prix cassé. Et évidemment, tout le monde se dit, mais voilà la belle affaire, et on commence à négocier ce stock de jeans à une jambe. Jeans qui sont évidemment bien emballés dans leur blister. Et puis un jour, alors que ce jean qui était vendu 15 € l'unité est maintenant à 50 €, c'est encore moins cher que le vrai beau jean d'une belle marque historique. Mais d'un seul coup, il y en a un qui se dit, c'est quand même bizarre. Il ouvre un sac, il déplie le jean et là, il se retrouve avec un jean avec une seule jambe. Et alors là, d'un seul coup, tout le marché du jean à une jambe s'effondre. Et évidemment, celui qui avait importé le premier conteneur dit, mais bon sang, mais pourquoi avez-vous ouvert ce fichu paquet? Et on aurait pu comme ça continuer de vendre ou de négocier entre soi des jeans à une jambe. La moralité, c'est qu'il faut juste pas être le dernier acheteur ou pas être trop curieux. Vous voulez rebondir sur ce que dit Oui, Philippe? parce que Philippe Béchade vient de pointer en fait le mécanisme de perversité. Historiquement, la valeur intrinsèque dans le capitalisme, la valeur intrinsèque d'une entreprise est sa capacité à générer des flux de cash. Point barre. Point barre. D'accord? Donc, vous regardez quel est le capital qu'il faut mettre pour générer ce flux de trésorerie disponible. Disponible pour celui qui a mis l'equity, pour celui qui a mis le capital. La perversité, et c'est là où ça, j'ai réalisé avec l'histoire de mon petit chat et de mes petits chiens, c'est que on a, et c'est une technique très anglo-saxonne, dans l'actualisation des caches, en fait, on tordait la formule, et on a plein de paramètres, hein, je veux dire, on peut jouer sur la croissance à l'infini, sur le taux d'actualisation, enfin bon, on peut jouer sur des paramètres pour justifier la valeur des comparables. Et le nombre de fois où je me suis trouvé confronté au problème très simple avec un prospect ou avec un client qui me dit « Je suis un petit chat à 20 millions » et je dis « Non, un petit chat,
le maximum du maximum de l'enchère la plus folle a été de 1 million chez Sotheby's dans les années 30, etc. Ça ne peut pas être 20. Ce n'est pas possible. Si, parce qu'il y a des comparables. Et quand on fait une étude de valorisation, et alors là, que ce soit Goldman Sachs, Lazard, la Banque de Chine, enfin, je veux dire, le modèle est universel. Il y a un modèle par l'actualisation des cash, qui pour moi est la seule vérité. Un modèle par les comparables, soit de transactions, soit de cotation. Donc, c'est la course à l'échalote. C'est-à-dire que on présente au marché une société, donc une valeur mobilière, en disant regardez, elle est la moins chère des comparables, donc il faut acheter. D'accord? Mais elle est moins chère parce que nous, on a fait une actualisation des cash qui démontre qu'il y a une plus-value latente pour être dans le haut du panier des comparables. Et là, on est sur un débat que je vis moi depuis 45 ans, entre des émetteurs, c'est-à-dire des chefs d'entreprise qui disent « aidez-moi à financer, à refinancer ma dette, mon capital, moi la sortie de la minorité, peu importe ». Et qui vient avec l'idée « oui, mais regardez bien, alors on fait de l'analyse fine pour déterminer à l'intérieur du business model qu'est-ce qui permet de se raccrocher au comparable le plus flatteur. » On est dans l'obligation de se dire qu'à un moment ou à un autre, la loi intrinsèque de l'actualisation des cash va devenir prioritaire. Donc, tout le problème est de se dire, si on regarde, mais c'est quand même passionnant, parce que si on regarde la valeur intrinsèque en ayant des critères, alors effectivement, les critères sont subjectifs, hein, mais des critères un petit peu réalistes, mais Warren Buffett le dit, les titres sont surcotés de X%. Jeremy Bentham dit ils sont surcotés. Le message, il est donné. Le marché connaît. Mais tant que vous avez des gens qui effectivement échangent des petits chats contre des petits chiens à 10 millions, ben le marché avance. Le seul problème, pour reprendre l'anecdote de Philippe, c'est à un moment, quelqu'un va ouvrir le container. Alors, si le système a pu fonctionner comme ça jusqu'à maintenant, pourquoi est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'il craque et pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas simplement fonctionner comme ça encore très longtemps? Alors moi, j'ai une réponse, c'est que, et de ce point de vue, les ministres des Finances, on va dire des pays rénants, le disent, le taux d'intérêt, je ne parle pas du taux d'intérêt réel, mais le nominal ne peut pas être à zéro. Ce n'est pas possible. C'est une spoliation de l'épargne populaire qui, elle, a vécu, non pas, comme dans toutes les bulles, j'achète parce que je vais revendre plus cher. Non. J'achète parce que j'ai une capacité de location, si c'est un bien immobilier, ou j'ai une possibilité de dividende, si c'est une valeur mobilière. Ils disent, non, l'épargne doit être rémunérée comme, on va dire, de façon historique. Alors, est-ce que c'est 2%, est-ce que c'est 4%? Je ne rentre pas dans ce débat ce matin. Je dis simplement, à partir du moment où vous n'êtes pas à zéro, le principe des évaluations de mes comparables sur leur futur à eux est mécaniquement rattrapé. Or, le vélo mondial, c'est quoi? J'espère que Philippe ne me contredira pas. Le vélo mondial, c'est en fait, si vous le regardez du haut de Sirius, c'est le consommateur américain. Car le consommateur américain crée une demande qui crée la génération du PIB américain, qui donne confiance. Donnant confiance, il achète des produits à des Chinois, qui eux-mêmes sont obligés, je simplifie à outrance, qui eux-mêmes sont obligés d'acheter des biens d'équipement à des Allemands. Et vous aviez donc 3 moteurs dans le système, le consommateur américain, l'usine chinoise et l'infrastructure allemande. Aujourd'hui, c'est en train de se gripper. Et c'est en train de se gripper, mais le consommateur américain, il regarde son relevé
de fonds de pension qui lui dit « Hé, tu as 10 millions sur ton compte. Si on considère que ces 10 millions sont artificiellement dopés, allez, on va prendre un chiffre très grossier, mais on va dire de 50%. Si il reste à 10 millions, il continue de consommer, ce qui est la situation d'aujourd'hui. Mais il consomme quand même un peu moins. La croissance de sa consommation s'est déjà infléchie, de sorte que les Chinois, eux, sont dans un processus de contraction, aggravé par tout un tas d'autres problèmes, et qui engendre une contraction de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est le donjon de l'Europe, qui est la communauté européenne, c'est la première puissance économique mondiale. Donc, quand vous avez 2 des moteurs d'un avion à 3 moteurs qui commencent à pétouiller, il y a une probabilité plus importante qu'il n'y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'effectivement quelqu'un ouvre le conteneur. D'accord ? Et il suffit de lire comment toutes les crises ont commencé. C'est toujours une correction d'un marché qui a été dopé à la dette. Toujours. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Donc, mon message est de dire, parce que je le vois au niveau des entreprises, celles qui ont été dopées à la dette ont aujourd'hui un problème de refinancement de leur dette, où on passe de 0,75 sur 7 ans à du 2,5-3% sur la même période. Mais ça, je peux vous assurer, quand vous avez constitué un matelas de dette considérable, soit pour acheter le concurrent, soit pour créer des infrastructures qui sont sous-employées aujourd'hui, vous avez un vrai problème de cash. Et c'est toujours, cash is king, hein. La préférence pour la liquidité, c'est le dom. Donc voilà, je pense que on s'approche, incapable, ni Philippe, ni Raphaël, ni vous n'êtes capable de dire si ça va être en mars 2024 ou en septembre 2026, j'en sais rien. Mais le taux de possibilité augmente. C'est mon message de ce matin. Est-ce qu'on pourrait imaginer un système qui serait pas dépendant de la dette? Est-ce qu'on pourrait imaginer avoir de la croissance sans avoir recours à la dette aujourd'hui? Difficile. Dans un système qui reposerait uniquement sur le troc, hein, ce qu'on a connu jusqu'à l'invention du papier-monnaie, nos ancêtres avaient observé que la nature accroît, par exemple dans le cas d'une forêt, accroît sa masse de 2% par an. Donc on peut prélever 2% de la masse de bois produite et on reste avec un stock de départ comparable et on peut rester sans entamer le nombre d'hectares dont on dispose, on peut prélever 2%, et c'est ce que la nature produit naturellement. Pourquoi est-ce que les banquiers centraux ont choisi des 2% d'inflation? On se demande. Il y en a qui disent ça n'a aucun fondement scientifique. Pourquoi pas 2,5? Pourquoi pas 1,75? Et pourquoi pas 3? Puisque c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, où on a l'impression qu'on va avoir du mal à faire rentrer le dentifrice inflationniste dans le tube. Donc, si on n'est pas capable de remettre l'inflation par le tout petit opercule, à la limite, pourquoi ne pas choisir un opercule un petit peu plus grand, où peut-être que les choses seront plus faciles. Alors, puisqu'on parle de perversité, c'était un petit peu aussi une des thématiques de mon petit bouquin Fake News, c'était de montrer qu'à un moment, même le crédit ne suffit plus. Alors, qu'est-ce qui se passe quand même le crédit ne suffit plus à une entreprise, je sais pas, pour trouver une nouvelle big idea, un nouveau produit phare, un concurrent à racheter qui serait une miraculeuse corne d'abondance? Qu'est-ce qu'on peut faire lorsque même avec du crédit, on n'arrive plus à créer de la richesse? Les entreprises ont trouvé
elles rachètent leurs propres titres. Alors évidemment, avec le crédit. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on en est à racheter ses propres titres? Eh bien, ça envoie en fait deux messages. Un, on a épuisé tous les moyens d'augmenter la productivité. Généralement, quand on investit, c'est soit pour répondre à une vraie demande, parce qu'on a trouvé un vrai filon, soit pour essayer de produire avec un moindre coût énergétique, un moindre impact écologique. Et je dis pas carbone, hein, je dis bien un impact écologique qui peut être la toxicité des émissions d'une usine, les rejets suite à la transformation de la matière première, des produits chimiques effectivement qui s'infiltrent dans les sols. Enfin, il peut y avoir des tas de raisons d'investir pour améliorer. Alors là, on va dire, ça dépend après ça de sa conception du progrès, mais on peut considérer que produire en polluant moins, en rejetant moins de particules, c'est un progrès. Parce qu'objectivement, la santé, la santé de ceux qui sont près de l'usine s'améliore, ou de ceux qui y travaillent s'améliore. Si les bureaux, si l'usine sont bourrés d'amiante, on comprend bien qu'il y a des problèmes à moyen long terme. Donc, quand on en est à racheter ses propres titres, ça veut dire qu'on a renoncé à l'idée de faire un gain en produisant quelque chose, ou en améliorant les process, ou en rachetant un concurrent où on pourra mettre la main sur plus de trésorerie. Qu'est-ce qu'on fait quand on rachète ses propres titres? On dit aux actionnaires, on va augmenter artificiellement les flux de capitaux qui sont générés par la détention d'un titre. Et là, on va annoncer par exemple qu'on rachète 5% du capital de l'entreprise, ce qui est un grand classique, mais certaines banques américaines vont jusqu'à 10% du rachat de leur propre capital. Ça envoie comme message à l'actionnaire, donc vous allez avoir un dividende bon an mal an si on n'est pas en pleine crise, qui sera comparable, voire légèrement amélioré par rapport à l'année dernière. Et on va rajouter là-dessus 7, 8, 10% de capital restitué à l'actionnaire. Donc, on vous garantit un flux qui ne correspond à aucune richesse produite. Et quand l'entreprise qui procède à ces rachats de titres n'a pas de trésor, n'a pas de trésorerie, parce que elle a déjà fait beaucoup de bêtises, hein, il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans ce cas, eh bien, pour mener à bien les rachats de titres, on va emprunter de l'argent. Ce qui est très facile quand l'argent est à 2%, 1%, 0,75, voire même, comme on l'a observé en Europe, en Allemagne et encore aujourd'hui en Suisse, on est à moins quelque chose. En Suisse, on était à moins 0,75 par exemple. Donc on pouvait emprunter à moins 0,75 pour racheter ces titres et garantir 5, 8, 10% de flux, de flux d'argent pour l'actionnaire, sachant que ça augmente évidemment l'endettement de l'entreprise. Mais bon, si le coût d'emprunt est de 0, ça n'augmente pas le coût de la charge financière. C'est juste qu'à un moment, il faut faire assez de chiffre d'affaires pour pouvoir rembourser le principal. Alors vous allez me dire aujourd'hui, des taux qui sont à 5,50, 5,75 maintenant aux États-Unis ou 4 en Europe, ça devrait dissuader les entreprises de continuer de racheter leurs propres titres. Emprunter à 5% pour racheter 5% de ces titres, c'est une opération qui est blanche. Sauf qu'elle est extrêmement coûteuse. Le service de la dette va plomber littéralement l'entreprise. Alors on se dit, mais comment les entreprises aujourd'hui font-elles pour racheter leurs titres encore avec ces taux? Ah mais n'oublions pas le Japon, où aujourd'hui on peut encore emprunter à 0,75. Et emprunter à 0,75 dans un monde d'inflation à 5, ça veut dire qu'en fait on se met carrément 4,25 dans la poche. Tant qu'il y aura une source
planétaire de financement inférieur au coût de l'inflation, la tentation d'aller emprunter pas cher, en tout cas beaucoup moins cher que l'inflation, cette tentation va demeurer. Mais puisqu'on va continuer d'emprunter pour racheter ces titres, on va continuer d'augmenter la taille de la dette, le montant de la dette à rembourser, et je ne me préoccupe même pas de savoir si ce coût de la dette est aujourd'hui élevé ou pas. Si on se débrouille bien, il n'est pas élevé, mais il y a un moment où on ne peut plus rembourser. C'est pour prendre une image qui va certainement parler à la plupart de ceux qui nous suivent et qui sont dans le monde réel. Vous achetez des appartements qui sont financés. Le crédit est financé par les loyers versés, etc. Bon, imaginons que vous ayez une inflation à 5, 6, 7%. Vous êtes capable de répercuter l'inflation au loyer, ce qui est un des grands arguments en faveur de l'immobilier. Donc, tout va bien. Vous savez que même l'inflation ne va pas vous gêner. Vous allez pouvoir la neutraliser. Donc, vous allez continuer d'acheter des appartements. Et encore des appartements, et encore des appartements. Et là, on arrive dans le modèle chinois, où on construit tellement d'appartements, des forêts de tours, des tours de 38 étages, 2000 personnes par tour. Et puis, le mécanisme, c'est j'achète et les loyers vont me rembourser mon crédit. Sauf qu'à un moment, vous construisez, comme en Chine, plus d'appartements qu'il n'existe de gens pour les louer. Voilà. Donc, même si à un moment, le coût du crédit n'est pas la question, à un moment, quand vous trouvez plus les locataires pour vous payer les loyers, là, ça s'effondre. C'est exactement ce que connaissent les autorités chinoises aujourd'hui. Ils sont confrontés au fait qu'il y a trop d'appartements pour pas assez de locataires. Et aujourd'hui, les entreprises, elles ont créé trop de crédits pour acheter leurs propres titres et il n'y a plus assez de loyers, c'est-à-dire de chiffre d'affaires pour rembourser ce crédit. Donc les entreprises, elles seront les premières à être touchées par cet effondrement. Alors, avant de regarder qu'est-ce qui peut se passer et quelles sont les solutions ou les remèdes ou les recommandations qui peuvent être faites, je rebondis sur ce que vient de nous dire, pour moi une vérité absolue, mais que les gens ne veulent pas entendre, ce que vient de dire Philippe Béchade. J'observe un phénomène absolument passionnant en ce moment à l'égard de l'intelligence artificielle. Et vous allez voir le piège dans lequel on est. Consciemment ou non, le marché... Alors le marché, c'est quoi? C'est les particuliers. Le marché, j'entends mondialement de la valeur mobilière. C'est les particuliers, et puis c'est les zinzins. Alors les zinzins, c'est les fonds de pension, c'est les compagnies d'assurance, c'est les banques, c'est les sociétés de gestion. C'est les fonds souverains. Les fonds souverains. Eux, en réalité, leur problème, c'est qu'ils ont un logiciel qui a été conçu avant la cybernétique, avant l'excès de dette, avant la fin de la croissance des gains de productivité. Et donc, et on revient à l'introduction, comme ils n'ont pas le courage, parce que je reconnais que c'est extrêmement difficile, quand vous avez des clients, des souscripteurs, etc., qui vous disent « mais non, regardez, votre concurrent il fait ci, etc. » Enfin bref, c'est difficile, je le reconnais. Mais étant donné qu'on refuse de regarder, tout d'un coup, on se dit « ah ouais, mais c'est formidable cette intelligence artificielle ». Et je ne sais pas si vous avez utilisé ChatGPT, c'est bluffant. J'étais avec un ami qui est un obsédé de la problématique du hasard. Vous posez la question sur le hasard à ChatGPT, la réponse instantanée n'est pas dénuée de fondement. Sur certains points, je l'ai de temps en temps un peu piégé. Je l'ai un peu piégé, ChatGPT. Ou d'ailleurs, à ce moment-là,
la réponse très politiquement correcte est de dire veuillez préciser votre question. Bon, parce qu'effectivement, n'ayant pas dans la bibliothèque de recherche qu'ils ont la réponse aux questions dont on débat aujourd'hui, ben là, ChatGPT ne peut restituer que ce qu'on lui a donné avant. D'accord ? Bien. Or, sur l'IA, en fait, alors il y a des domaines dans lesquels c'est incontournable et ça sera des outils effectivement très utiles. Je pense notamment et très précisément à l'oncologie. Aujourd'hui, l'oncologie est une science qui devient extrêmement précise et qu'elle devient tellement précise que celui de l'imagerie par rapport aux biologistes, par rapport aux biochimistes, par rapport à la médecine nucléaire, etc., n'arrive plus à se communiquer les uns les autres. Donc, les grands patrons des services d'oncologie dans le monde ont maintenant effectivement des systèmes leur permettant de gagner du temps. C'est-à-dire que dans le morning meeting où on va traiter du cas de madame ou de monsieur untel, on a des réponses instantanées sur statistiquement quelle est la probabilité, etc. Bien. Mais la décision reste humaine. L'IA, par contre, est vue comme la solution. C'est fini vos problèmes de gain de productivité, car on va diffuser de l'IA partout. Moi, je suis côté corporate. Et je vois très concrètement, dans la mécanique, dans le textile, dans les logiciels, dans la parapharmacie, etc., qui sont mes clients. En fait, les gains de productivité que va apporter l'IA sont soit on supprime absolument tout le monde, mais vraiment quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, hein, et toute la compta, tout le service juridique, toute la conception, toute la production est faite par des robots, pilotés par l'IA, okay, et il n'y a plus d'êtres humains. Et vous êtes l'actionnaire d'une société totalement désincarnée. Soit vous êtes quand même obligé à... c'est agaçant, mais il faut quand même des mecs pour prendre une tôle, etc. Parce que le bras pour 3 exemplaires par jour, il est trop cher pour... enfin bref, il faut quand même encore un être humain. Et là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que pour que l'IA devienne, d'une manière générale, hein, devienne la plus efficiente possible, il faut que les menus des personnes qui vont utiliser le produit ou l'IA devient lui-même de plus en plus restreint. Bref, pour que l'IA soit performante, il faut qu'on devienne de plus en plus nous-mêmes binaires. C'est en appauvrissant votre capacité, vous allez voir la suite, c'est en appauvrissant votre capacité d'imagination et d'adaptation au futur qui est la preuve suprême de l'intelligence humaine par rapport à l'animal. En fait, c'est en réduisant votre capacité d'adaptation que l'IA pourra être efficace. Horreur. Parce que les propagandistes de l'IA que je côtoie disent « oui, mais ça va créer des emplois parce qu'il va y avoir ci, il va y avoir ça, pour la maintenance, pour la conception, pour le... etc. » Je dis « oui, mais petit à petit, si vous vous projetez dans 10, 15, 20 ans, moi ça me concerne peu, vous, c'est votre vie. En fait, l'IA qui serait adoptée aux éditions Agora ne peut marcher que si vous n'existez plus, en tant qu'être capable de s'adapter. Parce que si vous avez un menu de choix qui est trop complexe, trop riche, vous ne rentrez plus dans l'efficacité de l'IA. Donc, et alors là, j'en parle avec des sociologues, des psychologues, etc. On est en train de créer effectivement un leurre, mais si vous regardez le marché boursier américain, c'est aujourd'hui la tech qui tire la solidité du marché, et à l'intérieur de cette tech, c'est l'apparition de joueurs dans le domaine de l'IA qui démontrent, toujours par la théorie des comparables, que toute cette bulle technologique qui, elle, va
adopter l'IA pour augmenter sa productivité, pour générer des flux futurs réels et non pas liés à des opérations de dette, etc. Donc, on est dans un mécanisme de fou, c'est que l'efficacité du rêve nous amène au cauchemar. Bien. Je pense que là aussi, alors est-ce que ça va prendre 3 mois, 3 ans, j'en sais rien, mais il va y avoir un principe de réalité qui est le simple fait de toujours le phénomène de la pesanteur. Il y a un moment où si je soulève cette tasse, elle va tomber. Okay, bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est cette phrase qui avait sorti sur un plateau de télévision il y a déjà 30 ans, hein, quand Yves Montand passait à la télévision et expliquait que la dette, la crise, le machin, c'était gérable. Et il y avait, je crois que c'est Boringer, qui, en bon marxiste, etc., avait dit « Ouais, mais la dette, on n'en a rien à foutre, il faut l'annuler. » Les États-Unis ont, dans la Constitution, la possibilité de répudier leur dette. Mais le problème, c'est que l'on a créé, alors il y a des utopistes hein, qui ont créé la théorie moderne de la monnaie sur le thème, mais pourquoi on s'emmerde? On crée de la monnaie dette ou de la dette monnaie, qui de toute façon sera reprise par la Banque centrale, rachetée par la Banque centrale, on financiarise, on monétise la dette, et on paye comme ça tous les coûts sociaux, d'adaptation et autres. Et c'est là où l'économie réelle que j'incarne sur ce plateau arrive en butée. C'est que si on disait à mes chefs d'entreprise qui ont de la bonne dette parfois, hein, pour acheter des machines-outils, des logiciels, des plans marketing intelligents, etc., si on leur dit « Ah mais vous savez, vous pouvez y aller en matière de dette puisque vous n'aurez plus à rembourser la vôtre », ça veut dire que vous créez dans l'esprit du monde de l'entreprise et donc des collaborateurs, hein, ce qui veut dire que l'ouvrier, l'ingénieur, etc., la secrétaire qui a son crédit à la BNP ou au Crédit Agricole, quand elle va être relancée en disant « Ah, mais vous êtes en retard d'une échéance », ça veut dire « Mais attendez, regardez, dans le Monde, les Échos, ça y est, on annule la dette. » Même vous-même, d'ailleurs. Vous allez avoir cette tentation de dire « Mais pourquoi est-ce qu'on m'emmerde? Mais pourquoi est-ce que l'huissier me donne du papier bleu? » Puisque les dettes peuvent ne pas être remboursées. Vous vous rendez compte la modification de votre logiciel? Moi, on m'a toujours dit ta dette t'engage. Il faut que tu le rembourses avant de pouvoir en contracter une nouvelle. Donc, si vous créez ça, vous déstabilisez complètement le mécanisme qui repose sur la notion de fiat, sur la notion de confiance. C'est que vous faites confiance dans votre débiteur qui va vous rembourser cette dette. Donc, l'illusion créée par des utopistes qui, effectivement, et je peux comprendre un Bruno Le Maire ou d'autres, se dire, mais comment on va sortir de ce piège? Puisque, moi j'adorerais qu'on pose la question à notre cher ministre des Finances, vous dites que c'est la croissance future qui va rembourser la dette, alors que il faut 3 points de dette pour 1 point de PIB qui va rembourser. Monsieur le ministre, expliquez-moi, moi je suis un peu con, comment vous faites? Bon, alors il va vous dire, mais non, la croissance, la productivité, la techno, la start-up nation, les machins. Non, attends mon gars, c'est vrai. Donc ça veut dire que un des actifs, parce que le débiteur crée un actif, hein. Quand vous avez dans votre portefeuille de la dette, si on vous dit « Ah non, dans votre fonds de pension, ah non, mais de toute façon, cette ligne dette, je vais l'approvisionner parce qu'elle ne sera pas remboursée. » Vous allez, à ce moment-là, descendre dans la rue. Parce que comme c'est votre actif sur lequel vous existez en tant que consommateur dans la société moderne,
Je terminais sur la notion, avant de passer la parole à Philippe Béchade, sur la notion de croissance. Tant que la croissance était, et c'est ce que je dis dans mon essai, ce que j'appelle vertueuse, c'est-à-dire qu'elle était autonome. 1 de capital plus 1 de travail générait 3 parce qu'il y avait un résidu un peu magique qui était effectivement cette productivité. Aujourd'hui, 1 plus 1 de contribution capital-travail génère moins de 2. Ça, c'est un phénomène nouveau. Ce phénomène nouveau fait que on est, et Philippe Béchade l'a écarté au début, mais je vais le reprendre, sur la notion de progrès. Oui, le progrès vu de mon univers, c'est la génération de flux futurs de profit. Mais le progrès à la Victor Hugo, à la Condorcet, etc., à la Rousseau, qui a tiré, en fait, l'Occident pendant 200 ans, c'est le progrès social. La vraie motivation ultime de toutes les générations d'avant, c'est qu'il y avait une amélioration réelle, tangible. Elle s'est pas faite simplement, hein. Il a fallu y aller avec des grèves, des revendications, etc. Mais il y a eu un équilibrage entre ce que le capital demandait et ce que le travail demandait. Il y a eu un équilibre un petit peu instable, mais qui s'appuyait sur un progrès social. Ce progrès social, tel qu'il a existé pendant 200 ans, n'est plus envisageable. Waouh! Comment M. Mélenchon, ou M. Macron, ou M. Biden, ou M. Machin va dire ça à ses électeurs? Comment obtenir votre vote, vous, jeunes, sur le thème? Pour moi, la seule possibilité est de dire, je vais pas pouvoir vous donner plus qu'avant, mais je vais m'employer à sécuriser, à pérenniser ce que vous avez. Vous n'entendrez ce discours que si effectivement on vous a dit la vérité sur l'illusion. Donc, tant qu'on vous garde dans l'illusion, ça veut dire que le Malien risque sa vie pour venir dans un Eldorado, et c'est pour ça qu'il se retrouve côté poubelle des supermarchés, ce qui est monstrueux. Il ruine sa famille, il risque sa vie et il se retrouve côté poubelle. Bon. Mais simplement parce que nous donnons encore, que ce soit l'Amérique du Nord ou l'Europe occidentale, on donne le sentiment, mais non, venez, il y a de la croissance, il y a de la croissance. Donc, la première des solutions, c'est de dire la vérité. Et pour que les gens disent la vérité, il faut plus que ce soit seulement Philippe Béchade et les éditions Agora. Il faut que ce soit les universités, les écoles de commerce. Dans mon métier, dans l'actualisation des cash, on a ce qu'on appelle le taux de croissance à l'infini. Historiquement, le tableau de sensibilité, c'était de 1 à 3% de taux de croissance à l'infini. Je vois le regard ahuri de mes jeunes collaborateurs à qui je dis « Tu peux me mettre moins 0,5 ?» Oh ben non, c'est la cata. Je dis « Mais, s'il te plaît, mets moins 0,5 dans ton actualisation. » Et là, en fait, ils sont stupéfaits. Je n'annule pas la valeur. Je la réduis, bien entendu. Autrement dit, on peut gérer un système à condition que l'ensemble des membres actifs de la société acceptent l'idée que nous sommes depuis des années dans une illusion et que cette illusion, c'est celle de la croissance. Est-ce que Philippe, selon vous, on peut construire un modèle qui est viable en passant donc par le fait de dire la vérité? Chiche. Alors, on revient dans un débat philosophique. Qu'est-ce que la vérité? Platon l'a bien défini. Pour celui qui regarde les ombres au fond de la caverne, sa réalité,
c'est ces ombres immenses qui s'agitent, Absolument. alors qu'en fait, à l'entrée de la caverne, c'est une toute petite souris, mais avec les rayons du soleil, elle apparaît grosse comme un ours, ou un mammouth pour ceux qui vivaient dans les cavernes à l'époque, il y a 30 000 ans. Et puis il y a celui qui effectivement est sorti de la caverne, un peu aveuglé au départ, et puis d'un seul coup, le regard se dessille et on voit la réalité du dehors. Donc la vérité, c'est toujours un petit peu relatif. On est d'accord. Mais dans l'idéal platonicien, il existe une vérité vraie qui n'est pas une vérité indirecte, c'est-à-dire une ombre projetée. Il faut avoir le courage, effectivement, d'arrêter de contempler l'ombre de façon hypnotique, comme on regarde nos écrans aujourd'hui des heures et des heures par jour, et mettre le nez dehors et aller voir ce qui se passe. Alors, on essaie une petite opération vérité à la Agora. Hein, Ouais, oui, bon, oui, on oui. a déjà expliqué que pour quelqu'un qui détient des actifs financiers, si on peut créer artificiellement de la valeur en rachetant des titres, par exemple, ce qui était une chose considérée comme une escroquerie, les rachats de titres ont été interdits, je crois, de 1911 jusqu'à 1985 ou 86, où c'est redevenu légal. Alors, une petite opération vérité sur le progrès social. Alors, est-ce qu'on peut toujours, enfin, est-ce que notre modèle de croissance est soutenable ou pas? Est-ce que 1,4 milliard de Chinois ou 1,4 milliard d'Indiens peuvent détenir une voiture pour 2 habitants? Évidemment non. Il faudrait plusieurs planètes. Donc ça, on est bien d'accord. Vous connaissez la parabole hein, sur la croissance à l'infini. Hein, il y a que le crétin ou celui qui n'a vraiment aucun sens des réalités, et le scientifique pour penser qu'une croissance à l'infini est possible. Donc là, on sait qu'à un moment, ça va forcément coincer. Alors, je pense que la prise de conscience, qu'il y avait un baby-boom post-Seconde Guerre mondiale, et que ça allait forcément entraîner avec la pyramide des âges des moments difficiles à partir des années 2010-2015, c'était déjà connu bien en amont, même dès les années 80-85, et c'est là que il a été décidé, alors là entre joueurs dans ma salle de poker, vous savez ceux qui ont le droit de se faire ramener des tombereaux de jetons à volonté, il a été décidé de modifier le partage de la richesse. Ça a été décidé. Partons du constat qu'effectivement, on n'avait pas 3 planètes. Donc, il allait falloir faire quelque chose pour éviter que on ait une surconsommation d'énergie et de ressources qu'on n'avait pas. Donc, comment réduire la consommation? Eh ben, effectivement, réduire la part distribuée à ceux qui consomment réellement les biens produits. Donc, on a décidé que l'actionnaire serait mieux rémunéré que le salarié. On partageait, si vous voulez, le bénéfice. Un tiers, c'était pour le salarié, qui était considéré comme prioritaire. Il y avait un tiers pour l'actionnaire et un tiers en réserve, recherche-développement, acquisition, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a d'abord priorisé l'actionnaire plutôt que le salarié. Donc, on commence déjà par servir l'actionnaire. S'il en reste, on en donne aux salariés. Et les montants consacrés à l'investissement, on regarde s'il n'y a pas mieux à faire avec, plutôt que d'investir. Puisqu'investir, ça veut dire quoi? C'est créer des capacités de production et donc mettre plus de biens sur le marché. Or, on sait qu'on va être contraint par l'absence d'énergie ou de ressources. Donc, est-ce que ça a un sens de produire plus de biens? Alors, on a résolu ça en produisant plus de services. C'est pour ça qu'on a basculé de modèles industriels vers des modèles services. Alors, je dirais, dans l'acception la plus agréable, c'est les loisirs,
c'est des vacances, c'est des choses un petit peu immatérielles, c'est créer de l'animation, créer des programmes télé, du Netflix, du Disney Channel, etc. Donc on crée plus de services aujourd'hui que de véhicules, parce qu'on ne peut pas, comme je disais, donner un véhicule pour chaque ménage chinois ou indien. Donc ça, on a trouvé ce moyen, c'est d'aller de l'industriel vers le service. Mais on n'a absolument pas tout résolu de cette façon-là. Et l'actionnaire, lui, se montre toujours plus exigeant. Pourquoi? Parce qu'il a les moyens de se montrer exigeant. Alors, un des meilleurs moyens, c'est d'avoir fait la même école que le PDG. Vous êtes actionnaire, et c'est un camarade de promo qui est à la tête du groupe. Ou vous avez fait l'ENA, et c'est un camarade de promo qui conçoit les lois fiscales. Donc, on est capable d'orienter la loi de façon à ce qu'elle soit plus favorable à l'actionnaire qu'aux salariés. Donc, 1984-2024, c'est une histoire univoque où c'est toujours l'actionnaire, le patron ou l'énarque qui tire tous les marrons du feu. Dans tous les pays. Et dans pratiquement tous les pays. Et ce, au détriment systématique du salarié. Donc, le progrès social s'est arrêté en 1984 ou 1995, avec les Reaganomics, avec Thatcher au Royaume-Uni, qui a dit on va arrêter de produire du charbon et de l'acier et on va produire du service financier à la City. Voilà. Donc là, le progrès social, ça fait 40 ans qu'il a été enterré de façon délibérée et les revenus de la dite croissance sont fléchés au profit exclusif des actionnaires. Voilà, ça c'est dit. Voilà. Maintenant, l'intelligence artificielle, elle n'est capable quelque part elle n'est capable de restituer que que les datas qui sont rentrées dedans. Si on avait eu d'un seul coup, je sais pas, on parlait tout à l'heure de Sirius, eh bien des visiteurs venant de Sirius qui maîtrisent parfaitement la distorsion espace-temps pour faire Sirius, la place de la bourse, en 3 heures et quelques, ils seraient arrivés dans un monde où l'intelligence artificielle locale disait la Terre est plate. Voilà. Il sera arrivé dans un monde où les vérités, entre guillemets, puisqu'on parlait de vérité, où les vérités produites par l'intelligence artificielle qui collecte toutes les datas auraient dit que la Terre est plate. Et le gars de Sirius aurait eu beau dire, regardez ce que j'ai filmé en arrivant sur la Terre, et j'ai fait 3 fois le tour de la Terre pour être sûr que c'était bien une sphère, regardez, le témoignage du visiteur de Sirius n'aurait été qu'une des occurrences parmi 99,999% d'occurrences qui disaient que la Terre était plate, parce que ça c'était la vérité de l'époque. Aujourd'hui, si vous dites, comme nous le faisons souvent chez Agora, que les banques centrales portent une responsabilité immense dans la multiplication des jetons de casino, et que c'est ce qui nous met dedans à chaque fois, on crée des bulles, elles explosent, etc. Aujourd'hui, demandez à ChatGPT ou à n'importe, à DuckDuckGo, je peux vous en citer d'autres, parce que je les ai toutes un petit peu testées, vous ne trouvez pas une intelligence artificielle pour vous dire que le rôle des banques centrales a des conséquences, enfin, le rôle des banques centrales est extrêmement délétère. Et que l'argent produit, cet argent créé, va toujours dans les mêmes poches par le fameux effet Cantillon. C'est un petit peu comme, pour trouver une image, c'est la mi-temps dans un stade. Tout le monde se précipite vers la buvette. Donc immédiatement, paf, vous avez 50 personnes qui veulent tous leur shot de bière. La Banque centrale, c'est le barman. Il y a 50 personnes qui veulent tous la shot de bière. Et vous arrivez et vous êtes un camarade de promo du barman. Et là, vous lui faites,
tu me files un demi? Et évidemment, le barman va servir le demi à celui qui est le privilégié, qui est connu. Ben c'est exactement comme ça que ça se produit. À la mi-temps, le citoyen lambda, il peut toujours attendre désespérément sa bière. Quand il y a l'énarque, l'inspecteur des finances, qui vient demander quelque chose à son pote qui est à la Banque de France, il l'obtient immédiatement. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, pour en revenir à l'intelligence artificielle, elle n'est pas capable de dire le vrai. Elle est capable de vous ressortir ce qui a l'apparence statistique de la vérité. C'est exactement comme ça que les moteurs de recherche comme Google fonctionnent. C'est puisque X personnes ont été consultées tel site qui apportait telle solution, c'est que probablement cette solution, elle est valable. Alors, je sais pas, c'est comme vous vidangez votre voiture, vous allez sur un site qui vous explique comment procéder, comment changer le filtre à huile. Bon, bah si ce site-là vous donne les process les plus efficaces, bah on va considérer qu'effectivement, si vous voulez vidanger la voiture, vous allez sur le site J'aime mon auto et vous allez obtenir la bonne information. Mais quand on est sur des choses beaucoup plus subtiles, comme la création monétaire, comme la multiplication du crédit, comme les leviers sur les marchés financiers, là, l'intelligence artificielle ne va vous donner que l'avis de ceux qui en font un large usage au quotidien. Banque centrale qui imprime des jetons, des leviers qui me permettent d'aller faire des bluffs et de miser toujours plus gros alors que j'ai qu'une paire de deux, mais c'est pas grave, comme on dit au poker, c'est pas les cartes que vous avez en main qui comptent, c'est ce que vous en faites, et vous allez comme ça ne trouver au travers de l'intelligence artificielle, vous n'allez trouver que des occurrences faisant l'apologie du système tel qu'il fonctionne. Nous sommes la contradiction, nous sommes les empêcheurs de tourner en rond, nous sommes le grain de sable que l'on écarte. Et l'IA ne va... Et politiquement correcte. Hein. Elle est politiquement correcte. C'est pour ça que quand je disais que je les ai quasiment toutes testées, j'ai voulu voir justement si... pourtant, j'ai tapé des trucs extrêmement polémiques. Bulle, crack... banqueroute. Donc j'ai mis tout ça dans ma question, je l'ai bien formulé avec des virgules et j'ai vu ce que me sortaient les différentes, etc. Et donc à chaque fois on vous dit la banqueroute, la bulle, etc. ne sont que des accidents. Mais non, c'est pas des accidents. Non. C'est ce à quoi mène inéluctablement le système, je dirais intrinsèquement. Mais l'intelligence artificielle vous répète ce que vous disent le banquier central. Ah bah, on pouvait pas prévoir. Ah bah, personne l'avait vu venir. Enfin, les mêmes excuses habituelles, alors qu'on ne tolère pas si vous êtes un salarié. Si vous avez fait une bêtise, comment ça? Mais vous n'avez pas suivi les process, vous n'aviez pas prévu que. C'est la porte. Le banquier central refait et encore la même erreur au profit des mêmes, toujours les mêmes, qui commettent également les mêmes erreurs. Il n'y a jamais de punition, il n'y a jamais de sanction. Einstein disait, la folie, c'est de reproduire la même expérience avec les mêmes process et d'espérer un résultat différent. Donc si vous êtes, vous, le citoyen lambda, et que vous faites cette bêtise de refaire 2 fois la même, on vous dit que vous êtes un récidiviste, donc vous allez vous prendre une peine 2 fois, 3 fois plus lourde. Quand vous êtes un banquier central, que vous refaites la même bêtise, entre guillemets, au profit des mêmes profiteurs, personne ne sera sanctionné. Et donc, toute l'intelligence artificielle vous dit que le système, il est comme ça, et que les quelques désagréments qu'on peut de temps en temps rencontrer ne sont que des petits accidents. Parce qu'il est, pardon Philippe, il est conceptuellement parfait. Ce à quoi s'accroche, parce que ce genre de débat, je l'ai avec
mon entourage, c'est que ils vont me prendre en défaut, je peux pas citer de nom, mais ils vont me prendre en défaut en disant oui, mais si on précise les mots, les machins, etc., ils vont me faire rentrer dans leur logiciel, où là, effectivement, chaque mot est calibré pour démontrer le bien fondé de leur démarche. Mais bon, c'est un point. Je voudrais qu'on termine avec quelques idées ou quelques recommandations que je souhaite faire à l'antenne. Vous avez compris de ma remarque précédente que le point de départ, c'est non, vous n'avez pas qu'un rhume, vous avez quelque chose qui peut cacher une bronchite potentielle et voire éventuellement une pneumonie. Consultez pour qu'on vous donne une opinion, et une opinion si possible indépendante, réellement indépendante. Bon. Donc, on ne peut s'en sortir, et c'est là mon angoisse, elle est là. C'est, est-ce que vous, votre tranche d'âge, est-ce que vous serez demain suffisamment nombreux pour admettre qu'effectivement le logiciel... Alors vous le dites sur les problèmes de climat par exemple, hein, mais vous ne le dites pas sur ces problématiques. Je reviens à ma notion de progrès social. Le progrès social en lui-même, il est philosophique, mais il a été traduit par une chose très concrète, c'est qu'il a créé la classe moyenne en Occident, et que c'est elle qui a été le moteur de la croissance vertueuse d'avant. D'accord ? Donc, c'est une idée philosophique, mais qui a été traduite par une dimension économique, économétrique mesurable. Donc, première chose, oui, le tourne-manège, c'est fini et le manège risque de repartir dans l'autre sens. Il faut l'accepter. Et non seulement il faut l'accepter, mais il faut accepter de le dire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de cesser d'être des ravis de la crèche, des crédules. C'est toute cette notion de la pensée positive, de la pensée optimiste. En fait, on vous dit pensée positive. Pensée positive veut dire n'envisagez pas qu'il y ait un problème. Ah non, non, non. Ah non, 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 non. Ou alors, si je suis mélanchoniste, ah ben, il n'y a qu'un seul problème, c'est la Ve République, c'est le capitalisme. Si vous êtes à l'opposé, c'est ceux qui n'ont rien compris au libéralisme, etc. Non, non. Ayez une pensée indépendante. Une fois qu'on a identifié et accepté cette pensée, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Alors concrètement, il y a... alors, on pourrait rester des heures, mais moi, quand je suis dans le bureau de mes chefs d'entreprise et que je regarde vers le haut, donc vers l'État ou la mondialisation, le problème, c'est le facteur temps. Et le facteur temps, vous avez le présent, demain après-demain, et la vie de vos enfants. Le présent, c'est de se préparer à quelque chose de violent. Et pour se préparer à quelque chose de violent, c'est d'avoir de la trésorerie. Message, mesdames, messieurs, ayez du cash disponible. D'accord ? Pourquoi ? Parce que toutes ces crises passent par une étape où vous avez un crunch de cash et que tout le monde cherche. Ça, je l'ai vécu le 19 octobre 1987, mais c'est extraordinaire. Hein. Vous avez 500 millions à placer sur une des plus belles signatures de la planète et pendant 24 heures, vous ne trouvez pas preneur. Même avec des décotes de 20%, 30%, 40%, 50%. Décolle-moi, je suis collé avec cet actif. Il n'y a pas de bid hein, dans le bid and ask. Il n'y a pas de demande. Allô Singapour, allô Londres, allô Pékin, allô Johannesburg. Je te fais une décote de 50%, c'est une des plus belles signatures au monde. Non, je prends pas. Donc, pour gérer demain, c'est du cash.
Justement, dans votre livre, vous dites que les difficultés économiques, ce sont elles qui poussent les extrêmes à se rapprocher dans un combat de tous contre l'autre. Ouais. Est-ce que ça va dans ce sens-là, on doit s'attendre à avoir une crise sociale si on n'est pas prévoyant? Oui, et cette crise sociale, alors il y a une part d'utopie dans ce que je vous dis, mais comme j'ai vécu 2 émeutes, une au Mexique et une aux États-Unis, je veux dire, les Gilets jaunes, c'était un tour de manège. Hein. Une vraie émeute avec la garde nationale, puisque c'est le même nom dans les 2 pays, à balles réelles, et qu'il y a des corps sur la rue, ça recale vos neurones. Hein. C'est pas bon. Donc oui, j'ai une crainte. En plus, ma mère est française, mon père était catalan, et quand il a quitté Barcelone en 36, il nous en a jamais parlé, mais il a failli être pendu en allant simplement à son bureau parce qu'il est tombé sur un mec qui trouvait qu'il avait une sale gueule. Voilà. Bon, alors un bel athlète de 20 ans, je t'accroche à un croc de boucher. Bon, donc la violence peut devenir extrême. On peut tous être des sauvages. Bon, on est policé, etc. Mais si on est dans des conditions d'humiliation, je fais référence à ce qui est en train de se passer de part et d'autre de la bande de Gaza, quand il y a une humiliation des 2 côtés, on devient sauvage. On devient vraiment sauvage. L'être humain. Bon. Mais donc, oui, pour éviter ça, il faut que les entreprises aient du cash et il faut que les ménages aient du cash. Alors effectivement, pour un tiers de la population qui, à partir du 18 ou du 20 de chaque mois, tire sur le découvert du banquier qui les appelle en disant « vous êtes en dépassement de 500 balles, il faut me régler ça ». Mais bon, ayons cette préoccupation du cash. Ça, c'est pour demain. Pour après-demain, c'est arrêtons d'être crédules. Donc, ce n'est pas, monsieur le ministre, ce n'est pas la croissance qui va rétablir, ce n'est pas la croissance qui va rembourser la dette. Mais là, on a géré des situations pareilles. Il y a des mécanismes de cantonnement, il y a des mécanismes de défaisance. On crée, voilà, des îlots. Gérons-le. Ne disons pas qu'on va le rembourser. Non. Gérons-le. On s'assied autour de la table, et les banquiers centraux, au lieu de continuer la messe et d'apporter les wagons de jetons, non. Comment est-ce qu'on peut créer une salle blindée dans laquelle on va mettre ces jetons et puis on va voir sur 100 ans qu'est-ce qu'on va faire de ces jetons. Bien. Au niveau des entreprises, c'est effectivement de privilégier le dialogue avec les parties prenantes. J'insiste dans mon essai sur la différence entre les stockholders, qui est une dimension, les actionnaires, très anglo-saxonne, par rapport aux stakeholders du capitalisme rénan. J'ai négocié une usine en Allemagne qui était en règlement judiciaire. Ma grande surprise, il y avait autour de la table le maire de la commune, il y avait je sais pas comment ça s'appelle, le gouverneur du Land, ou le président du Land qui était concerné. Il y avait la banque locale. Il y avait bien sûr un représentant du gouvernement fédéral. Il y avait des représentants des salariés. On n'était pas dans une salle de tribunal de commerce à décider, quelle est la... Non. Il y a eu pendant 3 jours négociation entre toutes les parties prenantes. Les fournisseurs qui disaient, on perd un client. Les clients, on perd un fournisseur, etc. C'est un esprit de négociation dans lequel on arrête d'avoir la vision que Philippe a donnée, tout pour l'actionnaire. Non, regardons les parties prenantes. Ça s'organise, ça se gère. Donc si on veut entreprendre, par exemple, aujourd'hui, c'est des choses qu'on doit prendre en compte. Comment est-ce qu'on peut faire? Troisième, ça c'est pour, je dirais, le vrai futur. Le vrai futur, c'est d'arrêter cette illusion qu'il suffit de créer une start-up pour faire fortune. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qui va exister et continuer d'exister? C'est que si vous avez une vraie idée, quand je dis une vraie, c'est-à-dire pas seulement, je veux pas être méchant, mais le nombre de fois où, mais j'ai trouvé l'appli qui va permettre de retrouver son chien domestique dans un parking.
Donc, comme il y a 30 millions de gens et qu'il y en a 15 qui ont des chiens, ça fait au moins 10 millions de clients sur 10 ans, donc ça fait 1 million de clients. Si je leur prends 50 centimes, etc., etc. Arrêtez ce genre de calcul. C'est pas vrai. Par contre, si vous avez l'intelligence humaine, de flexibilité, d'imagination, la vraie, de dire j'ai observé qu'on peut régler tel ou tel problème par tel ou tel type de service, eh ben, vous aurez la possibilité de créer une entreprise qui gère, qui adresse ce problème. Ok. Mais beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Hein, pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, on dit à des jeunes de 20 à 25 ans, créez votre entreprise. C'est délicieux pour les statistiques de l'emploi. Toi, tu sors, t'es plus demandeur d'emploi. Toute ma génération d'avant avait créé des entreprises en dehors des prestataires de médecine, avocats, comptables, etc. Mais il l'a créé à 40 ans. Il l'a créé quand ils avaient vu un fonds de commerce, quand ils avaient, etc. Et ils allaient voir des banques qui, à l'époque, prêtaient sur des projets, hein, en disant, ben voilà, je suis à Limoges, j'ai vu qu'il y a un manque de prestataires de services de plomberie pendant les périodes de fête, voilà mon business model, nanana, et j'apporte des syndics, ce qui fait que dès demain matin, je peux avoir du chiffre d'affaires. Vous avez été biberonné à la Startup Nation où vous ne dégagerez de bénéfices que dans 5 ans, mais c'est pas grave. Vous allez trouver des business angels, des machins, etc., qui vont vous prêter qui vont investir chez vous. Donc, oui, c'est l'entreprise. J'ai des projets aujourd'hui, j'en ai, qui ne trouvent pas preneur. Dans le domaine du recyclage des déchets agricoles, dans le domaine... Pourquoi? Ah oui, mais il faut attendre 3 ans à avoir du cash. Attends, mon Dieu, le capitalisme, c'est ça. Ah oui, mais moi je veux du rendement de capitalisme, mais sans prendre de risques. Et c'est là où il y a un problème politique, c'est que effectivement, tous les grands dont on parle, les fonds souverains, les compagnies d'assurance et autres, il faut qu'ils aient des incitations essentiellement fiscales pour réellement investir dans l'économie réelle, pas dans le casino de Béchade & Co, dans le privé à Deauville, dans le super VIP avec les jetons. Non, non, c'est apporté. Donc, regardons les projets et surtout, comme nous sommes une société humaine, regardons-la sous l'angle de l'emprise humaine qui doit rassurer. Votre génération a perdu l'espoir aujourd'hui. Pas totalement. Pas totalement, mais pas au même niveau où nous l'avions à votre âge. Ça, c'est certain. Bon. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à votre âge, c'était le plein emploi, la croissance était forte, il n'y avait pas d'endettement, la vie était pleine d'espérance, pleine d'espoir. Aujourd'hui, on vous parle du climat, on vous parle de la crise. Donc, il faut retrouver des zones d'espoir. C'est mon motto, c'est-à-dire l'entreprise, au sens anglais, le undertaker. Je prends en risque, je vous emmène dans une aventure humaine, technologique, commerciale, etc., dans le but de créer de la richesse pour les êtres humains. Parce que si vous ne faites qu'enrichir 5, 10, 15% de la population mondiale, vous appauvrissez mécaniquement ceux qui vont dépendre à terme de la richesse qui est là. Donc n'ayez pas le tropisme qui consiste à assécher. Je connais des entreprises, elles vont arriver comment dirais-je, à la fin de leur gain de productivité dans 4 ans. C'est connu, c'est calibré. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais par contre, ils font 200, 300 millions de chiffre d'affaires, ils emploient 1500 personnes, et on ne peut pas enlever ce qu'ils réalisent dans l'économie réelle.
car ils ont une nécessité dans, en l'occurrence, le dernier kilomètre. Ils ont une vraie nécessité. Donc voilà, c'est un réajustement, mais à une condition, case départ, j'accepte, j'envisage que ce que nous disons ce matin est une vérité. Alors Philippe, peut-être pour conclure, un petit mot pour les investisseurs qui nous regardent et qui sont à la recherche de conseils en investissement en cette période un petit peu compliquée. Conseiller en investissement, c'est notre spécialité. On a toute la palette. Moi, je ne représente qu'une partie. Donc, on va dire que ceux qui nous regardent sont à peu près certains de trouver leur bonheur, qu'il soit très conservateur ou très audacieux. Moi, je pars d'une réalité qui est que le PIB de la planète est de 100 000 milliards, pour arrondir, d'euros, de dollars, de francs suisses. Vous prendrez la devise qui vous convient. Et autour de ces 100 000 milliards de PIB réel gravitent 2 millions de milliards, je dirais bien 2 millions de milliards de dérivés financiers, de dérivés, de swap, de forward, de tout ce que vous voulez. Et ces 2 millions de milliards survolant les 100 000 milliards de PIB réel sont gérés par 0,00001% des habitants de la planète qui ont la technicité. Je pense que vous l'avez. Moi, j'ai été formé en 85-86 pour un démarrage en 87 des marchés dérivés. Et donc, moi, quand j'envisageais un levier 100, je me disais déjà qu'on changeait de dimension. Bon, c'était très facile, une option, c'était 100 actions, c'était 100 bouts de quelque chose. Donc déjà, on raisonnait avec une échelle 100. Là, quand je vous parle de 2 millions de milliards de dérivés, on est passé donc de l'échelle 100 à 1 million, peut-être. C'est-à-dire que quand vous avez ça, d'un côté, 2 millions de milliards en regard d'une activité réelle de 100 000 milliards, ça veut dire que ce sont les dérivés qui conditionnent aujourd'hui ce qui se passe dans la sphère des 100 000 milliards. C'est la queue qui remue le chien. Donc voilà dans quoi nous sommes, et ça je le répète, c'est une des images que je remets systématiquement. Nous sommes dans un monde où la queue remue le chien. Nous sommes dans un monde où la fake news, si elle a été reprise sans vérification, sans contrôle, sans véritable esprit de discernement, la fake news devient une vérité que l'intelligence artificielle n'est pas capable de maîtriser, voilà, enfin, surtout de démasquer. Voilà. C'est-à-dire qu'on va partir de postulats qui sont faux et on va construire tout un système basé sur un postulat faux. Et par exemple, le postulat que l'on peut créer de l'argent sans limite et sans que ça soit inflationniste, jusqu'au jour où on a vraiment donné des chèques à des vrais gens avec la crise du Covid. Quand je parle de la crise du Covid, je pense surtout à la façon dont on a choisi de la gérer. Hein, le virus n'a jamais dit tu restes chez toi, tu fais pas plus de 100 mètres pour faire pisser ton chien, ou tu fais pas plus de 100 kilomètres, même si tu as ton papa ou une de tes sœurs qui est en train d'agoniser à 110 kilomètres. Non, à 100 kilomètres, le képi va dire vous retournez chez vous car vous avez malheureusement dépassé la limite des 100 kilomètres. Et on a vécu ça. Donc, on part de postulats faux et on est surtout très ancré dans un comportement complètement systématique, sans discernement. Quand je vous parle de pas pouvoir aller voir un proche qui est mourant à 110 km, c'est quelque chose que certains ont vécu. Ils se sont fait refouler en disant, voilà, non, c'est interdit de dépasser 100 km, donc aucun discernement. Bah, là, aujourd'hui, quand on passe de 100 000 milliards à 1 million de milliards de dérivés, on devrait se dire déjà, là, on est à x10, là, il y a peut-être un souci. Bah non, parce que le système reste équilibré, en tout cas en apparence, donc 2 millions de milliards,
Pourquoi pas 3 millions de milliards d'ici 10 ans? Pourquoi pas? On connaît pas la limite. Hein, c'est comme le taux d'endettement d'un État. Alors, à 70%, on commence à tirer la sonnette d'alarme. À 110%, vous pouvez tenir n'importe quel discours catastrophiste. Et à 275% d'endettement comme au Japon, le Shinkansen part et arrive à l'heure, tout est propre et le pays fonctionne. Donc on ne connaît pas la vraie limite. Les marchés, eux, ils savent déjà que on peut prendre le chemin du Japon quelque part, aller de 110, 115 d'endettement à 275. Après tout, ça, c'est possible. Philippe, juste un point sur le Japon, si ce n'est que... C'est autodétenu. Oui, non, c'est autodétenu. Et 30 ans après, ils n'ont toujours pas rattrapé le pic de valorisation des marchés qu'ils avaient atteint. Oui, mais on ne parle que des marchés. Non, oui, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que, ok, la bicyclette tourne, mais on n'a pas rattrapé les dégâts d'il y a 30 ans. Donc, oui. Mais alors, c'est quoi comme dégâts? C'est le dégât qui éprouve l'investisseur. Oui, bon, je suis malheureux pour celui qui a touché un héritage le 15 décembre 89, qui a tout placé dans la bourse de Tokyo au 5 janvier 90 et le crack est arrivé un mois plus tard. Donc là, vraiment, c'était pas de chance. Et moi, qui étais au Japon, j'ai pas trouvé que le pays était ravagé. Non. C'est un pays, comme j'ai dit, les Shinkansen partent à l'heure, le taux de chômage est de 3%, c'est un pays qui est propre avec ses traditions, c'est un pays où on trouve à se soigner, c'est un pays où la notion de service public, c'est quelque chose, je dirais pas que c'est sacré, mais ils envisagent pas un seul instant la déliquescence qu'on peut connaître en France, où on paye beaucoup plus d'impôts, on subit beaucoup plus de prélèvements qu'il y a 30 ans, et il n'y a plus de tribunaux, il y en avait un par département, donc après la réforme Dati, on a supprimé la moitié, il n'y a plus de maternité, il n'y a plus de médecins généralistes, vous avez une rage de dents, vous trouvez un rendez-vous dans 3 mois chez un dentiste. Enfin, on n'a jamais payé autant d'impôts, été soumis à une telle rapacité de l'État pour aussi peu de services publics, de trains qui arrivent à l'heure, c'est sale, insécure, peut-être que l'actionnaire aujourd'hui est très très fier de se dire que le CAC valait 1000 au 31 janvier 1988. 1000. Et aujourd'hui, il vaut 7500. Et si on l'exprimait comme le DAX, par exemple, on serait à 15 000. Grosso modo, passer de 1 à 15. Quel progrès pour l'actionnaire! Mais regardez l'état du pays. Voilà. Donc le Japon, c'est un drame pour l'actionnaire, mais c'est un pays. Alors je ne dirais pas que le Japon a fait des progrès spectaculaires. Je ne sais pas si on doit vraiment de grandes découvertes au Japon depuis 1990, mais il n'y a pas la régression qu'ont pu connaître des pays européens ou les États-Unis. Parce que les États-Unis, quand vous allez en Californie, j'y vais régulièrement, mais j'ai l'impression qu'il y a une 3e guerre mondiale qui est passée par là et qui s'en sont pas remis. Enfin, c'est hallucinant. Donc, ma conclusion face à ce constat que aller vers toujours plus de masse de dérivés, c'est un truc qui va forcément nous péter la figure un jour ou l'autre. Mais ça, on pouvait le dire à 1 million de milliards. Et maintenant, on est à 2 millions de milliards et les choses continuent. Voilà. On sait juste que c'est probablement pas bien. Tant que personne n'a ouvert le conteneur. Tant que personne n'a ouvert le sachet et sorti le gin à une patte. Ouais. Donc, pour l'instant, ça continue. Les Japonais, aujourd'hui, ce qui compte pour eux, ça reste quand même une certaine idée du collectif et de la
qualité du service public. C'est des choses qu'on a totalement perdues. Donc le seul moyen finalement de mener une vie qui soit où on n'a pas l'impression de glisser sur un toboggan, où on n'a nulle part où s'accrocher, parce que quand l'État laisse tout filer, hein, que tout se désagrège, on prendra l'exemple de Paris et de ce dessin assez rigolo où vous voyez Ratatouille avec des gants de boxe face à la punaise de lit sur un ring. Quand vous voyez qu'on en est là, il faut se dire que la solution, elle est plus de faire confiance à l'État, à la mairie de Paris, au conseil général. Tout ça flotte déjà très très au-dessus de nous. Et je ne parle pas des 0,0001% de ceux qui gèrent les 2 millions de milliards de dérivés. La seule chose qu'on peut faire pour échapper au sentiment de déclassement, de désagrégation dans lequel nous vivons, c'est de recréer du lien autour de soi, dans la proximité, recréer des liens de solidarité. La famille, l'entourage, la commune. Je pense que la solution, elle vient peut-être non pas des 2 millions de milliards de dérivés, mais des millions et des milliers de millions d'interactions que l'on peut créer dans un monde vrai, le monde des relations. La monnaie que nous détenons, elle est tributaire des 2 millions de milliards. Nous ne détenons qu'une fraction, chacun, des 2 millions de milliards, qui demain peuvent ne plus rien valoir. Donc, qu'est-ce qu'il faut détenir? Du cash, certes, mais à mon avis, des actifs tangibles. Bien sûr. Des actifs tangibles. Alors moi, j'aime bien le vin, donc je me suis constitué une cave. J'ai des bonnes bouteilles, je les ouvre avec des amis, on se fait vraiment plaisir. J'achète quelques objets aux enchères. J'ai quelques montres, pas de grande valeur, mais simplement parce que il y a un mouvement d'horlogerie qui est intéressant à l'intérieur, dont la valeur est reconnue, qui est stable. Je pense qu'une montre mécanique, j'ai des calibres qui sont datés de 1961, année de ma naissance, ou de 75, etc. Parce qu'il y avait une petite complication. C'est numéroté, ça existe en série limitée. Et ça, je pense que la valeur est constante. Je vais pouvoir le transmettre à mon fils, qui le transmettra à ses enfants. Voilà, je pense qu'il faut être dans des choses concrètes. Voilà. Vraiment, accorder beaucoup plus d'importance aux interactions qu'on a avec les gens autour de soi qu'à ces écrans. Alors c'est bien parce qu'entre amis, on peut se raconter la dernière série Netflix qu'on a bien aimée, mais je pense que c'est plus important de faire des choses avec les autres et de faire cette prise de conscience collective que les 2 millions de milliards ne peuvent nous péter à la figure du jour au lendemain et que ce jour-là, on ne pourra pas compter sur les 0,0001% qui ont créé le problème. Ça n'a jamais été le cas. Il y a toujours eu des accidents et jamais la solution n'est venue de ceux qui avaient créé le problème. Donc nous en sommes toujours à laisser carte blanche aux banques centrales pour régler les problèmes qu'ils ont créés. Il y a un moment où il faut se dire que la seule chose qui nous permet de survivre, le cas échéant, c'est d'avoir des actifs concrets. Alors je ne dis pas forcément des terrains agricoles parce qu'en France c'est très difficile à acquérir, mais en tout cas ne pas être totalement urbain parce que quand on est dans le chaos, le monde urbain ne vous garantit pas du tout la sécurité. Et quand on parlait tout à l'heure de chaos, pour revenir à une actualité tragique, on se demande souvent quelle est la différence entre la civilisation et la barbarie. Certains disent c'est 3 repas, et moi je dis c'est 3 jours sans eau. Je le dis pas par hasard, puisque certaines zones aujourd'hui vivent sans eau depuis plus de 3 jours. Voilà. Donc attention, le basculement de la civilisation à la barbarie, ça peut arriver très très vite. Et
la protection, c'est la famille, c'est le proche entourage. Et si tout le monde, avec cette même vision qu'on est tous solidaires et qu'il faut avoir un tissu d'interaction solidaire, si tout le monde avait cette vision, je pense qu'on réaliserait qu'effectivement, on a pris un très mauvais chemin en financiarisant notre vie et en confiant à une intelligence artificielle, certes apprenante, mais pas comprenante. Elle est apprenante, et d'ailleurs, nous avons passé une partie de notre carrière dans une sphère où l'intelligence artificielle a été développée et a atteint des niveaux de sophistication et d'efficacité incroyables, parce que les gens ont l'air de découvrir aujourd'hui l'intelligence artificielle. En fait, les marchés sont totalement sous intelligence artificielle depuis 2006. C'est le grand basculement. À partir de 2006, les dérivés prennent le dessus sur tout, sans intervention humaine, et avec des capacités d'apprentissage autogénérées sensationnelles, apprenantes, mais non comprenantes. L'intelligence artificielle n'est pas comprenante. La solution ne viendra pas de l'intelligence artificielle. Elle viendra, je pense, de l'intelligence émotionnelle. Merci beaucoup Philippe pour cette conclusion et merci encore une fois à tous les deux pour cet entretien qui était très intéressant. Alors j'invite nos lecteurs à lire le rapport gratuit que vous avez mis à leur disposition, avec notamment les investissements à privilégier en cette fin d'année. Merci encore à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très bientôt pour un prochain entretien.